Coucou mon bonbon. Tant qu'à être parti pour une galaxie lointaine, très lointaine, avec le dernier épisode sur Luke Skywalker, autant rester encore un peu le nez dans les étoiles que je me suis dit à l'intérieur de moi-même. Mais aujourd'hui, je t'emmène dans un tout autre délire avec la saga Alien. On pourrait penser qu'on va avoir droit à deux univers très similaires, puisque sensiblement de la même époque, le premier Star Wars sort en 1977, le premier Alien en 1979, et ben tut mon pompon, rien à voir. Là où Star Wars propose une science-fiction ancrée dans les codes de l'heroic fantasy, Alien est un superbe exemple de SF horrifique. Bien évidemment, comme son nom l'indique, il s'agit de faire peur. Mais ce genre, précisément parce qu'il est conçu pour provoquer des réactions émotionnelles fortes, provoque aussi la réflexion sur la science, le progrès et ce que l'être humain en fait. Le futur devient une extrapolation du monde connu, et la créature tire derrière elle l'ombre monstrueuse de nos erreurs. Elle est toujours la réponse à nos excès ou le résultat de ceux-ci. Je vais y revenir, tu penses bien. Alors, je ne vais pas évoquer en détail l'intégralité de la saga dans cet épisode, déjà parce que j'ai pas tout vu. Pour être honnête, je n'ai pas du tout, mais alors du tout accroché avec Prometheus. Pourtant, j'étais si contente de repartir dans cet univers. J'étais ravie de retrouver le réal originel, Ridley Scott, puis le titre fait merveilleusement écho à tout ce dont je viens de te parler puisqu'il adresse le mythe de Prométhée qui a donné à l'humain la connaissance et le feu des dieux, la technologie en somme. Je t'en parle bien plus en détail dans l'épisode 27 sur Blade Runner, si ça t'intéresse. Or donc, j'étais chaude comme une patate rôtie à sa sortie, mais j'ai trouvé les échos à la saga d'origine bien grossiers et le début très prometteur bien gâché. Tout ça pour ça, me suis-je dit. Bon. Du coup, j'ai pas vu les deux suivants car je boude. Pourtant, on ne peut pas m'accuser d'être snob, car contre toute attente, et alors que je m'attendais à m'esclaffer devant un énorme nanar, j'avais été un peu attrapée par Alien versus Predator, figure-toi. Très joli traitement de la neige dans ce film, une image très sombre et blanche à la fois, c'était rafraîchissant. Lol, excellent ça, rafraîchissant. De l'humour de qualité dans ce vaisseau, non de non. D'ailleurs, la couleur, c'est un truc qui m'a toujours beaucoup plu dans les aliens. Un, parce que j'aime bien quand il y a une cohérence esthétique dans un film. Et deux, parce que je trouve que chacun est un parfait représentant des canons de son époque. Datable, mais pas daté. Le premier est très bleu froid, le deuxième rouge néon, le troisième couleur très naturelle, beige, terre, et le quatrième vert fantastique, très jeunet, très cité des enfants perdus. Bref, il y a à chaque fois un vrai parti pris dans la tessiture et ça donne de beaux objets de cinéma. Je vais donc m'en tenir à ces quatre-là, d'autant qu'ils dessinent un cercle bien fini sur les thématiques du monstre, de l'humanité, des androïdes et de la maternité, rien que ça, autour de la reine du game, ma toute première vraie héroïne, celle qui pour moi a forgé le canon à l'aune duquel je mesure la badasserie de toutes les suivantes, j'ai nommé l'éternelle survivante, même quand elle a mouru, Ellen Ripley. La science-fiction n'est pas avare de monstres bien flippants. Dès qu'on met de l'intrusion extraterrestre malveillante dans la balance, en général on est servi. Là où dans la fantaisie de SF, on nous propose tout un bestiaire globalement sympatoche et parfois même fluffy pour peupler les différents mondes qu'on nous présente, dans l'horrifique ou le film d'invasion, on met en scène un seul modèle dont je vous mets au défi de trouver un exemple célèbre de type mammifère related. Ne me sortez pas la planète des singes, c'est hors sujet, c'est des singes de la Terre qui ont évolué. Il n'est pas question d'une espèce extraterrestre, suivez un peu aussi. Alors, Captain Geoffroy, vous avez parlé de Predator tout à l'heure.
Ah, c'est bien tenté ça mon pompon, tiens, une fraise tagada pour l'effort. C'est vrai qu'il a des contours très humains ce monstre. Mais c'est quand même un gros, très gros insecte. Il a des mandibules, je te signale. Non, je te le dis, rien de poilu, ni même de dufteux, que du plus ou moins reptilien ou insectoïde. L'alien, d'ailleurs le nom porte cela, c'est l'étranger au sens propre, étrange parce que autre, inconnu, venu d'ailleurs, l'alien incarne l'indicible, ce qui n'est pas admis par l'esprit humain, parce que ce corps, sans regard, ces bouches qui crient des sons métalliques, empêchent toute communication, toute compréhension. C'est une force brute qui ne semble animée que par l'intention de nuire. Le premier film Alien réussit le tour de force de créer un nouveau type canonique, le xénomorphe, ainsi que sa version reproductive, le facehugger. Ah bah du coup, ils ont tout mis. De l'araignée visqueuse, de l'exosquelette luisant, une tête de serpent qui sort d'une tête de créature des fonds marins. Le design est parfait, c'est terrifiant. On va y revenir, mais en plus, il y a ce coup de génie du mélange avec le corps de l'humain qui lui sert d'incubateur, ce qui donnera lieu à l'exploitation de l'hybride génétique dans le 4, et ça, c'est toujours bien flippant. En plus, le bazar est quasi increvable et bave de l'acide. Bon, c'est un beau bébé en termes de monstre, félicitations. Des vilains à gros qui en veulent à nous autres, le cinéma nous en a offert plein qui débarquent sur Terre pour un petit gueuleton. La particularité d'Alien, c'est que c'est aussi un film d'espace. Et ça change tout. Déjà, parce que personne ne vous entendra crier, comme le soulignait la punchline devenue iconique. Mais l'espace en soi est un merveilleux champ de mise en lumière de nos angoisses profondes, presque essentielles. Il y a la peur de se perdre, de dériver, d'être loin de son monde. On en avait parlé de cette souffrance dans l'épisode sur Ulysse 31, rappelle-toi. On se confronte à l'inconnu dans un milieu hostile dans lequel nos corps sont incapables de survivre. La solitude et le silence sont absolus, profonds, et le temps lui-même n'a plus réellement de sens. Ripley met plus de 50 ans à être retrouvé entre le premier et le deuxième épisode, figé en état de stase. On pense bien sûr aussi à la fin de 2001, l'Odyssée de l'espace. Odyssée, Ulysse, tout se tient. Qui propose donc ce film aussi une sorte de condensation du temps. Dans l'espace, on se met littéralement hors de tout, de la mesure temporelle, de la société, des règles du monde connu. Dans cette absence de repères déjà bien anxiogène, on introduit alors l'élément perturbateur, le monstre parfait. Dans l'espace clos du vaisseau dont on ne peut s'échapper, il y a un danger, un 8e passager. Ce que je trouve très intéressant dans la tétralogie Alien, c'est que, alors que les réals sont pas les mêmes et que je doute fort qu'il y ait eu ne serait-ce qu'une ébauche de scénario commun aux 4 épisodes en amont, il y a une incroyable cohérence, une vraie continuité dans le traitement des thématiques. Et celle qui me frappe le plus, parce qu'on la croirait vraiment construite et pensée ainsi depuis le début, c'est celle de la maternité. Alors je vais passer très vite sur le caractère évidemment phallique de la tête du xénomorphe qui se déploie en dehors de la première tête. Bon, obvious, je ne vais pas m'éterniser non plus sur la fécondation par le facehugger, ni sur la césarienne par l'intérieur qui attend tout humain porteur d'un baby alien. Au demeurant d'une ingratitude à couper le souffle, littéralement, faudra pas s'étonner qu'on refuse de lui payer son entrée en école de commerce au gosse-là. Bref. Oui, bien sûr, tout cela est présent et participe grandement à l'interrogation sur la maternité. Mais je vois davantage cette représentation très violente de la masculinité comme un écho symbolique à celle que Ripley reçoit de la part de ses colocs masculins. On ne la voit quasiment pas au début. Elle est la seule à émettre des réserves à l'idée de ramener des bazars qu'on ne sait pas ce que c'est à l'intérieur du vaisseau. Mais sa voix est sans cesse couverte, ignorée. Et puis elle prend de l'ampleur, de plus en plus de place sur l'écran, jusqu'à rester la dernière. Avec le chat, très important, on va y revenir.
Les deux thématiques sont imbriquées, oui. Mais le versant qui m'intéresse plus aujourd'hui, c'est l'autre, celui de ce que c'est qu'être mère et de la responsabilité que cela implique. Un questionnement très prométhéen, en somme, on y revient. Dans le premier épisode, Ripley n'est pas encore présentée comme une figure maternelle, en tout cas pas au début. Elle est l'enfant au sein d'un vaisseau dont l'intelligence artificielle porte le doux nom de Mother. Obéissante, elle fait confiance à l'autorité incarnée par Mother. Elle fait confiance à ceux qui ont commandité cette mission. Pourtant, lorsqu'elle interroge la matrice, ben oui, c'est la même racine, mater, comme dans matricide, matrix, c'est la mère artificielle, je te pose ça là. Lorsqu'elle interroge l'IA, donc, elle découvre la trahison. La mission est de ramener un spécimen alien sur Terre. Il savait. Et Mother inscrit clairement à l'écran qu'on s'en contrecarre des conséquences pour l'équipage, ce ne sont que des outils. C'est une très chouette scène de dégoût et de désespoir chez Ripley, qui fait face dans la foulée à l'androïde traître H. Pour le moment, voilà comment l'humanité traite ses enfants. Et voilà ce pourquoi elle s'élève au rang de Dieu en façonnant des créatures à son image, des robots conçus pour trahir. Ripley fait le choix néanmoins de la préservation. Malgré tout, elle veut survivre et protéger la vie, comme si elle restait la seule à lui accorder un prix. C'est pour ça que le chat qu'elle prend le temps de sauver alors que cela la ralentit est très important. À partir de maintenant, ce sera elle, Mother. Elle ne sera pas une Prométhée qui crée la vie par la technologie. Elle sera Noé, recueillant dans son arche ce qui doit être sauvé quand l'humanité aura tout saccagé. Ce statut symbolique se confirmera bien entendu dans le 2. On a volé à Ripley sa vraie vie de maman. Revenue sur Terre plus de 50 ans après les événements, sa fille, qui avait 11 ans lorsqu'elle était partie en mission, est morte d'un cancer. C'est donc vers Newt, une fillette seule survivante sur une planète hostile, une petite Ripley en somme, c'est donc vers Newt que l'instinct maternel de l'héroïne va se reporter. On commence également dans cet épisode à découvrir l'existence des reines chez les aliens, les mères supérieures en quelque sorte. C'est l'une d'elles que Ripley confronte dans le duel mythique où elle revêt un exosquelette mécanique pour la boxer. Tu saisis bien, mon pompon, l'effet miroir du monstre. Je t'en ai déjà parlé avec les zombies. Là, c'est pareil. La seule chose qui rattache Ripley à son humanité, c'est l'opposition aux xénomorphes. Allez hop, sauvetage de la môme qui meurt, fort ironiquement, dès le début du 3e opus. Le rôle de mère de Ripley est voué au symbole. Dans cet épisode-là, elle doit choisir. Elle porte en elle une reine. Elle fera de son corps un tombeau en l'emportant avec elle dans un gouffre en fusion. C'est le grand sacrifice, et elle l'embrasse avec apaisement, comme si elle échappait enfin à la violence du monde pour un repos bien mérité. Dans le 2 et le 3, on assiste aussi à la grande réconciliation avec les androïdes grâce à Bishop, doux, sensible et bon, qui lui aussi sauve l'enfant. C'est lui qui renvoie à Ripley une image décente de l'humanité, comme si celle-ci était parvenue à créer un modèle de ce à quoi elle devrait ressembler, un enfant parfait. C'est cette version de la créature réussie qui porte en elle plus d'humanité que ses créateurs que l'on retrouvera dans le 4 avec l'androïde Cole, qui est l'empathie incarnée. On refuse le repos de la guerrière à Ripley. Son ADN a fusionné avec l'alien qu'elle portait en elle et les Prométhées modernes l'ont cloné encore et encore comme un rat de laboratoire. Personnellement, je pense qu'on déchire chaque jour un lambeau de notre humanité avec ce genre de pratique sur les animaux. À quoi bon toute cette science si elle ne mène qu'à la barbarie? Dans le film, Ripley est une Ripley. En Ripley d'ailleurs, puisqu'elle semble condamnée à rejouer éternellement le même destin, même après sa mort. Elle est l'enfant monstrueuse, l'hybride entre xénomorphe et humain. Son sang est acide, sa force est décuplée, et elle a perdu cette peur qui la rendait si humaine et héroïque dans les films précédents.
Dans une scène épouvantable, elle se retrouve dans une sorte de musée d'elle-même, au milieu de grandes éprouvettes pleines de chimères et d'hybrides ratés. Elle se donne même la mort, encore, en croisant un autre elle, en souffrance absolue, qui la supplie de l'achever. Cette scène-là, elle me fait encore froid dans le dos rien que d'y penser. Ripley est devenue le monstre qu'elle a combattu dans le 2, et elle a donné naissance à un autre hybride, un enfant qui la reconnaît comme sa mère, un alien couleur chair. Autre scène terrible, elle trahit sa progéniture et l'envoie dans le vide de l'espace. Elle l'observe, elle pleure cet enfant. Curieux move pour celle qui est devenue la mère. Mais en réalité, on en revient à Noé. Cet enfant qu'elle aime dans sa chair, ce n'est pas le sien. C'est le fruit de la folie des hommes. Si elle laisse son fils vivre, elle laisse le monde s'écrouler. Sa responsabilité de mother, c'est de préserver ce qui doit l'être. Et l'enfant qu'elle choisit, c'est Cole. C'est le rappel de la bonté et de l'espoir. Les androïdes ont gagné leur rédemption. C'est ce recul sur l'humanité qui a permis à Ripley d'en préserver l'essence, d'en reconnaître sous les peaux synthétiques la nature restaurée. Alors évidemment, tout ça est très dramatique, n'est pas très joyeux et bien sûr constitue une version très symbolique de ce que c'est que prendre du recul grâce au fait d'aller dans l'espace pour cibler à nouveau l'essentiel. Qu'est-ce qui fait que les choses sont importantes ou finalement pas tant que cela. Or, c'est tout l'objet de la sophronisation d'aujourd'hui, puisqu'il s'agira d'un exercice de sophronisation et pas d'une relaxation dynamique, qui s'appelle le voyage dans le cosmos. Je ne pouvais absolument pas éviter de t'emmener dans les étoiles pour cette sophronisation-là. L'idée de cette sophronisation, son intention première, c'est précisément ça, c'est de prendre conscience de sa capacité à prendre du recul. Chose très importante pour se désengager un tout petit peu de l'émotion présente. Tu l'auras donc sûrement compris si tu as suivi les autres épisodes, il ne s'agit pas d'un exercice du premier degré, puisqu'ici on cherche justement à se décoller un petit peu du marasme et du brouhaha des ressentis présents qui nous font parfois tout trouver très très grave, alors que en vérité, si on prend un petit pas de recul, tout va plutôt bien. C'est donc une sophronisation du deuxième degré. Donc le deuxième degré, je te le rappelle, c'est ce qui va concerner la futurisation, mais aussi la capacité d'observation. Donc on prend précisément du recul et on regarde tranquillement. Ici, le but, c'est par une visualisation de monter de plus en plus haut en partant de la pièce où on se trouve et d'aller regarder les choses de plus haut, de plus haut, de plus haut jusqu'à arriver dans le cosmos. Ça peut permettre bien évidemment une prise de recul très basique sur ses préoccupations par exemple qu'on peut du coup mettre à distance, sur les tensions qu'on peut ressentir, mais ça peut permettre aussi d'observer ses propres richesses et d'en reprendre bien conscience en prenant un petit peu de recul. On peut aussi être en mesure tout d'un coup de reprendre un petit peu connaissance de sa propre valeur. Ça peut aussi permettre d'identifier l'essentiel pour venir enrichir les motivations. Tout d'un coup, parfois, je suis sûre que certains d'entre vous ont déjà vécu ça, on perd un petit peu le fil de ce qui doit être fait ou de ses propres objectifs parce que on est sans cesse bombardé de micro-tâches, de choses à faire, d'étapes dont on perd un petit peu parfois le sens. Prendre un petit peu de recul, ça ramène aussi à l'objectif premier. Pourquoi est-ce que j'avance ? Pourquoi est-ce que j'avais engagé telle ou telle chose ? Donc c'est important de prendre parfois ce temps-là pour ramener du sens dans ce qu'on est en train d'accomplir et de faire. Et puis identifier l'essentiel, ça permet aussi de se ramener au cœur
de ce qui compte pour soi et de ce qui nous semble important. Il y a énormément de choses qui nous ennuient dans la journée, qui peuvent venir des autres, qui peuvent venir des situations auxquelles on est confronté, des pressions qu'on peut subir, qui finalement, au regard d'une année, au regard de 10 ans, au regard d'une vie, sont vraiment plus qu'anecdotiques. Ce sont des choses dont on ne se souviendra même pas, peut-être la semaine suivante. Donc, mais parfois ça prend une place énorme et c'est tout à fait naturel. On est des êtres de présent et de réponse à des stimulations émotionnelles. Donc quand on vient nous chercher sur ce genre de choses-là, ça prend toute la place de notre journée si on n'arrive pas à prendre un petit peu ce pas en arrière, ce pas de recul. Ça peut aussi permettre de se calmer par rapport aux pressions, dans le sens où ça peut nous offrir un temps où on va pouvoir relativiser un petit peu l'importance de l'événement. Je prends un exemple tout bête, mais par exemple un élève de troisième ou une élève de troisième qui est très stressé à l'idée du brevet, c'est ma foi très naturel. En plus, c'est vraiment la première fois qu'on a ce genre d'étape dans sa vie d'élève, on va dire. Donc c'est très normal de ressentir un stress. Maintenant, si on prend un petit pas de recul, le brevet en soi ne revêt pas une importance capitale dans la vie de qui que ce soit. L'avoir ou ne pas l'avoir n'est pas rédhibitoire pour le passage au lycée, par exemple. L'avoir ou ne pas l'avoir ne va pas avoir vraiment d'influence en soi sur la suite. Alors bien évidemment, c'est ce que ça implique plutôt qu'il peut avoir des influences, hein. Évidemment, si on souhaite faire un certain type d'études mais que on a du mal à obtenir le brevet, évidemment ça peut être un signal aussi qu'on n'est peut-être pas dans la bonne voie en termes d'orientation. C'est pas ça que je veux dire, mais la pression qu'on peut se mettre à ce moment-là, on peut très vite la dégager si on prend un petit peu de recul et qu'on s'imagine 5 ans plus tard, qui se soucie d'avoir ou ne pas avoir eu son brevet. Des situations comme ça, en vrai, on en a plein dans la vie, des choses où on se met une pression énorme, où c'est très très important, c'est cette réunion qui est capitale. Bon, en vrai, cette réunion-là, on ne s'en souviendra plus un an plus tard. Il y a de fortes chances en tout cas. Donc voilà un petit peu ce que permet le voyage dans le cosmos. Et puis de manière beaucoup plus généraliste, on va dire, c'est un exercice qui peut aussi tout simplement permettre de retrouver un petit peu de calme, de se retirer un tout petit peu de la pression, du bruit, de la rapidité de la journée et de se dégager un petit peu de ce bruit-là du quotidien. Alors, premier disclaimer, comme d'habitude pour les sophronisations, si tu souffres d'un trouble du type schizophrénie ou TDI, les sophronisations ne sont pas conseillées pour toi, en tout cas sans encadrement. Donc dans ces cas-là, arrête-toi là et je te dis à la semaine prochaine, prends grand soin de toi. Et puis deuxième disclaimer, si on peut dire, deuxième point d'attention, alors soit tu sais que tu as le vertige, tu peux tout à fait pratiquer cette sophronisation-là. Je te propose dans ces cas-là d'imaginer soit que tu es assis sur une plateforme et que c'est la plateforme qui monte, si tu sais que ton vertige tient plutôt du fait à te sentir les pieds dans le vide ou sans équilibre, ou etc. Autre solution qui vaut aussi pour celles et ceux qui peuvent avoir une petite phobie des grands espaces et d'être perdus dans le cosmos justement, de ne pas réussir à revenir, etc. Tu peux tout à fait imaginer que tu te passes entre guillemets une corde à chaque pied, un petit câble, un petit fil, comme si tu étais un petit peu un petit ballon d'hélium qui va venir t'attacher, t'amarrer entre guillemets à la terre quoi qu'il arrive. Ce fil-là, tu le sens à tes pieds et tu sais qu'il te permettra d'atterrir à nouveau. Si tu sens que pour toi, ce sont des choses qui sont possibles à imaginer assez aisément sans que moi je te le rappelle, puisque je vais comme d'habitude animer l'exercice de manière très neutre, tu peux tout à fait te lancer dans cette sophronisation-là. Si tu sens que ça va être compliqué,
pareil, passe ton chemin pour celle-ci, puisque tu risquerais de te trouver un petit peu en angoisse à un moment donné, ce qui n'est vraiment pas le but du tout de cette sophronisation. Et juste pour information, quand on a des personnes en cabinet qui sont vraiment très très angoissées par l'idée du vide ou le vertige ou etc., on peut aussi tout simplement leur proposer une autre adaptation de cet exercice-là, où cette fois-ci on va venir s'éloigner mais à plat tout simplement. On va venir marcher loin, 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 ou pourquoi pas prendre un bateau et s'éloigner loin, 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 loin. Ça marche aussi pour la prise de recul, donc on a toujours moyen, nous, d'adapter en fonction de la personne qu'on a en face de soi et de ses contraintes particulières, de ses aversions, etc. Donc, comme d'habitude, je te rappelle que l'exercice que je vais animer moi n'aura pour toi guère d'autre valeur que de te détendre tout simplement, de te sentir un petit peu en train de t'extraire des petits tracas de la journée. Mais évidemment, c'est un exercice qui est censé normalement être adapté, fait sur mesure pour la personne qu'on a en face de soi et puis qui s'inscrit dans le cadre d'un protocole, donc quelque chose qui a été construit par palier pour arriver à l'objectif souhaité par la personne qui vient nous voir. Donc on relativise, puisqu'il s'agit de prendre du recul, on relativise l'effet possible d'un exercice animé comme je vais le faire là, dans ce cadre-là, évidemment. Ma foi, c'est très réduit par rapport à son implication possible. Tous ces disclaimers étant faits, si tu te sens de faire cet exercice, si tu en as envie, si tu sens que ça peut te faire du bien d'avoir cette petite prise de recul sur ton quotidien, eh bien je te laisse t'installer confortablement, soit assis, soit allongé si tu préfères. Prends bien garde à choisir en tout cas une position bien confortable. N'hésite pas à changer cette position, à bouger légèrement la nuque, les bras, les pieds, à te retourner si tu en as besoin pendant la sophronisation, du moment que tu gardes les yeux fermés, que tu restes concentré sur le son de ma voix et sur tes ressentis à toi. C'est l'essentiel, mais tu ne te laisses pas avoir mal ou fixer une douleur en cours de route. Si tu es prêt ou prête, mon pompon, tu peux fermer les yeux. Porte d'abord ton attention sur le haut de ton crâne. Imagine que ton cuir chevelu s'étire, s'étend jusqu'aux oreilles. Sens tes oreilles s'abaisser légèrement. Laisse ton front s'étirer lui aussi. Essaie de créer de l'espace entre tes sourcils. Laisse tes paupières se reposer lourdes. Relâche complètement tes yeux. Relâche tes tempes et tes pommettes. Laisse aller les ailes de ton nez. Concentre-toi uniquement sur ta respiration. Apprécie l'air frais dans les narines à chaque inspiration et la chaleur de cet air à chaque expiration. Laisse cette chaleur douce, régulière, détendre tes lèvres. Relaxe tes mâchoires. Laisse ta langue reposer sur les dents inférieures. Rappelle-toi que tu peux déglutir naturellement à tout moment. Laisse tous les muscles de ton visage se détendre
du front jusqu'au menton. Prends conscience que ta tête est détendue. Laisse maintenant cette détente glisser dans ta nuque. Laisse-la envelopper ton cou. Sens tes épaules s'abaisser doucement. Relâche les muscles de tes bras jusqu'au coude. Laisse tes avant-bras se relaxer, s'étirer jusqu'aux poignets. Relâche complètement les muscles de tes mains, de la paume jusqu'au bout de chacun de tes doigts. Prends conscience que tes membres supérieurs sont relaxés. Concentre-toi maintenant sur la zone entre les omoplates. Imagine-la s'étirer, s'arrondir, gagner de l'espace. Laisse tous les muscles du dos se détendre le long de la colonne, jusqu'en bas du dos, jusqu'au lombaire. Porte maintenant toute ton attention à la respiration dans ta cage thoracique. Apprécie ce souffle calme, régulier. Allonge légèrement les inspirations et les expirations. Laisse ton souffle détendre tes côtes. Sens ton torse s'abaisser doucement. Laisse ton ventre se dénouer. Relaxe ton bassin. Relâche les fessiers. Prends conscience que tout le haut de ton corps est relâché. Accueille maintenant cette détente dans tes cuisses. Laisse-les s'étirer jusqu'aux genoux. Sens tes mollets s'assouplir. Tes tibias s'étirer doucement. Laisse tes chevilles se relaxer. Et sens les muscles de tes pieds s'étirer doucement, tout le dessous du pied et chacun de tes orteils. Prends conscience que tout le bas de ton corps est relâché. Prends conscience que tout ton corps est calme et détendu.
Je te propose maintenant de t'imaginer dans la pièce où tu te trouves assis ou couché. Observe-toi vu légèrement d'en haut. Prends le temps de détailler les contours de ton corps détendu, calme. Sens-toi maintenant monter doucement jusqu'au plafond de la pièce où tu te trouves. Observe-toi dans cette pièce. Visualise les meubles, le sol. Observe leurs couleurs, les jeux de lumière. Et monte encore plus haut sur le toit de l'endroit où tu te trouves. Observe les tuiles de ce toit. Observe la rue ou les jardins autour. Et prends un peu plus de hauteur. Monte doucement. Observe maintenant le quartier vu d'en haut. Constate le passage des voitures, la circulation. Observe les passants tout petits marcher dans un sens, dans l'autre. Et monte encore un peu plus haut. Apprécie d'un coup d'œil toute la zone, toute la région. Observe les zones d'habitation, leurs toits, le gris des rues. Observe la nature autour, verte. Vois comme des fourmis la circulation sur les routes. Et monte encore plus haut au milieu des nuages. Observe comme sur une carte les couleurs qui se mélangent. Les cours d'eau, la nature, les agglomérations. Prends encore de la hauteur et imagine les contours de la France. Prends le temps de détailler ces contours, les rivages, les frontières, les reliefs. Et monte encore plus haut. Observe toute l'Europe d'un coup d'œil. Apprécie cette vue voilée par les nuages qui passent au-dessus. Et monte encore plus haut au milieu des étoiles. Observe toute la planète. Apprécie cette vue. Imagine-la toute bleue,
Observe la course des nuages dans son atmosphère. Prends le temps d'apprécier la profondeur du calme qui t'entoure. Le silence, la couleur douce de la planète, l'opacité de l'espace autour de toi. Imprègne-toi de ce calme profond, loin de tout. Regarde à nouveau la terre, contemple sa beauté. Et commence à redescendre doucement. Retrouve l'atmosphère et ses nuages. Observe à nouveau l'Europe. Descends encore doucement, retrouve les contours de la France. Descends encore et observe la région, ses zones naturelles, ses habitations. Continue doucement ta descente et zoome sur le quartier où tu te trouves. Descends encore et retrouve le toit de ton habitation. Reviens dans la pièce où tu te trouves au plafond. Observe cette pièce, ses meubles, son sol. Et rapproche-toi doucement de toi. Observe-toi, calme, paisible, tranquille. Prends conscience de ta sérénité. Reviens pleinement à l'intérieur de toi-même. Intègre ces sensations de calme. Souviens-toi que ces sensations restent présentes en toi. Pense à les activer quand tu en as besoin au quotidien. Tu peux reprendre doucement conscience des bruits qui t'entourent dans la pièce, à l'extérieur de la pièce. Reprends conscience des points d'appui de ton corps, les pieds, les jambes, les fessiers, le dos, les bras, la nuque, la tête. Prends une longue inspiration pour te dynamiser et souffle fort par la bouche. Tu peux remuer doucement les pieds, les mains, le cou, les épaules. Étire-toi si tu en as envie, bâille si tu en as besoin. Et si tu es prêt ou prête, tu peux ouvrir les yeux. L'exercice est terminé. J'espère que cet épisode t'a plu et je te dis comme d'habitude à lundi prochain et d'ici là n'oublie pas, respire, baisse tes épaules et relève le menton mon petit pompon.